Bonjour, nous sommes le dimanche 13 juin de l'an de grâce 2021. À nouveau dans le cadre de cette production dominicale, nous allons vous balader tout autour de ces 90 minutes de débat politique à l'effet d'apporter plus d'ample éclairage aux sujets qui seront évoqués dans le cadre de votre programme Vitrine 237 sur My Media Prime. On va effectivement aller du côté de la Côte d'Ivoire pour entrer dans cette émission. On sait que Laurent Gbagbo sera de retour à Abidjan le 17 juin. Dans quelques jours seulement de cela, la forte et grande campagne qui est orchestrée autour de ce retour controversé à un moment donné, au regard du discours qu'a tenu le gouvernement ivoirien, y compris la classe politique ivoirienne de ce côté-là. Nous allons nous interroger effectivement à l'effet de savoir l'enjeu politique que cela peut effectivement présager dans l'avenir pour ce grand homme, pour cette grande figure de l'Afrique. Également, la question se pose au Cameroun avec acuité. Cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive tout au long de cette semaine. C'est la question du passeport, dit aujourd'hui passeport biométrique, mais la question qui revient aujourd'hui, c'est que comment on fait pour effectivement dire aux Camerounais qu'on est parti d'un passeport numérique. Il y a quelques années seulement de cela, il faut rappeler qu'on avait déjà en 2016 changé de concessionnaire et qu'aujourd'hui on vient effectivement passer de 75 000 à 110 000 francs CFA. La question également se posera à l'entrée de cette émission. Autre chose, c'est que finalement nous l'aborderons également dans le cadre de cette émission en sujet actu. C'est la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Il est bien de noter effectivement que les Nations Unies, effectivement dans une correspondance adressée il y a quelques jours de cela seulement, indiquait que les États-Unis devraient restreindre en tout cas les visas pour des personnes qui de près ou de loin sont ceux-là qui bloquent effectivement la négociation ou alors la tenue d'un véritable dialogue pour une pacification de ces deux régions-là. Et il y a également cette nomination des médiateurs que le chef de l'État dans un décret il y a quelques jours seulement de cela a nommé deux personnalités qui vont effectivement collecter, en tout cas, qui vont travailler auprès des conseils régionaux. Nous allons questionner en réalité l'opportunité de ces nominations. Dans l'opposition aujourd'hui, on pense que c'est des personnes qui devraient être désignées, en tout cas, par les populations dans les régions du nord-ouest et même du sud-ouest. En sujet de débat, dans le cadre de cette production de Vitrine 237, nous allons évoquer la longévité, comme la longévité politique et administrative. Est-elle gage d'une performance ou d'une efficacité de gouvernance au regard de ce qui est effectivement évoqué dans notre pays aujourd'hui en termes d'âge des personnes fustigées, où on se pose bien la question de savoir est-ce que l'âge peut être considéré aujourd'hui comme de l'efficacité dans la gouvernance pour le cas du pays, pour le cas du Cameroun, y compris la longévité administrative, parce on peut également questionner la longue durée de ces administrateurs ou alors de ces personnes qui sont aux affaires, à la fonction publique depuis plusieurs années sans qu'il n'y ait pas véritablement le renouvellement de cette classe-là. C'est ce qui sera abordé dans le cadre de cette deuxième production de votre émission de débat politique tous les dimanches lorsqu'il est 10h sur My Media Prime Télévision. Vous pouvez nous suivre également à travers le monde sur tous les réseaux de distribution d'images et même sur notre page Facebook My Media Prime. Vos contributions aussi 71 10 10 27 seront attendues. Juste derrière moi, on vous donne le panel qui m'accompagne dans le cadre de cette production de ce dimanche.
Merci, madame, monsieur, de retour sur ce plateau, déjà avec moi. Deux des quatre panélistes conviés dans le cadre de cette production. Deux sont attendus, probablement en route. Il s'agit de Barrister Julius Achou, qui est avocat au barreau du Cameroun, et également communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et également le coordonnateur national de l'ONG Un Monde à Venir, Philippe Nanga, qui m'ont rassuré en tout cas il y a quelques minutes encore leur présence sur ce plateau. Je vais commencer avec vous, président Cyril Sambaka. Il faut rappeler que vous êtes homme politique, vous êtes désormais considéré comme ex-premier vice-président de l'UDC. Votre actualité politique, vous allez peut-être la livrer à ceux qui nous suivent dans le cadre de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour surtout aux téléspectateurs, bonjour au panel. Bon, Sylvain ne sait pas que je suis à l'AFP maintenant. Non, j'ai fait 30 années à l'Union démocratique du Cameroun et je suis parti de là il y a bientôt 1 an. Et je suis à l'AFP, Alliance des forces progressistes. Alliance des forces progressistes, et en termes d'actualité de ce côté, vous êtes à la tête de ce Nous parti. préparons, non, vous savez, si je suis parti de l'UDC, c'est parce que des textes n'avaient pas été respectés. Un président national d'un parti est élu à un congrès ou à une convention. Donc je ne peux pas partir de l'UDC pour ce problème parce qu'on n'a pas respecté les textes et aller à l'AFP bafouer les textes. Donc l'AFP m'a accepté au niveau de vice-président, mais il n'y a que la convention qui élit le président. Donc nous attendons cette convention qui aura sûrement lieu au courant du mois de juillet. Et à ce moment-là, l'AFP pourra se doter d'un président national parce que l'ancien président national était démissionnaire. Donc l'AFP est resté sans président national, et il n'y a que des vice-présidents. Donc on attend cette convention qu'on est en train de préparer pour nous doter d'un président national. Merci. Un autre sur ce plateau, dans le cadre de cette production de Vitrine 237, lui il est spécialiste des questions de droit public, enseignant d'université, docteur Luison et Somba, Ambroise, c'est son nom. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour Sylvain, Tchokoga, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir de être là ce matin avec le doyen, je m'applaudis, le doyen de la politique au Cameroun. Je voudrais, si vous en avez gré, saluer tous ceux qui nous regardent et leur prier de rester assis. Merci bien. Docteur Luison, Ambroise et Somba, je vais commencer avec vous. Laurent Gbagbo, ce sera le 17 juin finalement. La campagne est engagée. La vérité, c'est que ça faisait quand même 10 ans, le peuple ivoirien pensait que il y avait une sorte d'acharnement. Mais là, finalement, le 17, il sera en Côte d'Ivoire, en termes de perspective et même d'enjeux politiques pour ce pays-là. Je dois vous avouer que Laurent Gbagbo c'est l'enfant prodigue de la Côte d'Ivoire. C'est un monsieur qui, par ses idées, qui, par son combat politique, a convaincu plus d'un. Et je pense que après avoir subi ce qu'il a injustement subi, il est temps plus que jamais qu'il regagne sa terre, sa terre de cœur, comme on le dit souvent, alter ama, c'est-à-dire que sa terre de cœur, et pour indiquer également que les Ivoiriens, on est en train de le voir, portent ce monsieur comme un flambeau qu'ils auraient gagné, parce que Laurent Gbagbo, non seulement est l'exemple d'une témérité politique, il est également l'un des personnages ivoiriens qui aura défendu comme il se doit, bec et ongle, les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et je pense que d'ailleurs tout ce qu'il a subi comme arrestation, menaces, traduction devant la Cour pénale internationale, ne peut que justifier
justement l'engagement politique et le travail abattu par ce monsieur. Je dois vous avouer que ce matin encore, je vois mon téléphone et je me suis rendu compte que des artistes sont déjà en train de lui dédier un certain nombre de chansons avec des clips, des montages, ainsi de suite. Donc, Laurent Gbagbo est attendu et d'ailleurs tous les Africains qui suivent cette actualité sont fiers de savoir que aujourd'hui, ce grand homme va retrouver sa terre qu'il n'a jamais voulu quitter. Et ce sera un plaisir aujourd'hui pour nous de savoir qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et au niveau des enjeux, dans le fond, sur la scène politique ivoirienne, c'est quand même un acteur politique redoutable, vous l'avez dit, enfant prodige de Côte d'Ivoire. Oui, oui. Bien entendu, je pense que si les choses avaient été réalisées un peu plus tôt, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle, où Gbagbo a été, où j'allais dire, Dramane Ouattara a remporté. Je vous assure que si Laurent Gbagbo était rentré avant cette période-là, Alassane aurait pu avoir de sérieuses difficultés parce que sur le plan politique, et j'espère que il n'a que 65 ans, si je suis 75 ou 65 ans. 75 ans. 75 ans. Alors je pense que la constitution ivoirienne ne limite pas l'âge pour être éligible. Si Gbagbo rentre, comme c'est le cas, je suis certain que plusieurs années après le mandat de Ouattara, j'espère que si ce monsieur a encore de l'énergie et qu'il mette sa candidature, je suis certain qu'il sera un gros calibre dans le landerneau politique ivoirien. Donc, c'est au niveau des enjeux politiques, c'est quelqu'un qui compte pour la politique en Côte d'Ivoire et qui peut, à mon sens, jouer une dernière carte, c'est-à-dire la carte où le peuple va davantage le plébisciter pour qu'il ait une sortie honorable en qualité de chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Un autre retour à la tête de la magistrature suprême est certainement prévu. Voilà un peu les enjeux politiques que nous pouvons lire par rapport à son retour en Côte d'Ivoire. Merci. Président Cyril Sambaka, le retour de Laurent Gbagbo inquiète si on constate, si on passe sur le principe de la controverse qu'il y a eu autour de l'annonce par le FPI du retour de Laurent Gbagbo. Vous savez, le problème de Laurent Gbagbo est un problème qui concerne toute l'Afrique. Qui concerne toute l'Afrique parce que, comme les Kwame Nkrumah, comme celui du Congo, ou Sankara, ce sont des gens qui ont marqué la conscience africaine. Gbagbo a été livré. Il a été livré, n'est-ce pas, à la Cour pénale internationale. On a vu, ce monsieur a fait 10 ans, parce qu'il ne devait plus être président de la Côte d'Ivoire. Il a fait 10 ans, mais après 10 ans, on a été obligé de le relaxer. Donc ce qui est tout à fait normal, c'est qu'il puisse rentrer chez lui. Bon, au-delà du fait que Gbagbo est l'homme le plus populaire de Côte d'Ivoire, il y a que Gbagbo a compris qu'il fallait éduquer les masses. Et les choix politiques opérés sont de nature à faire comprendre que la souveraineté appartient au peuple ivoirien. Donc, Gbagbo, dans son combat, c'est surtout pour faire émanciper le peuple de la Côte d'Ivoire et le peuple d'Afrique. C'est en cela que je suis très intéressé parce que, voyez-vous, après la colonisation, ce qui s'est passé, c'est que les colons noirs sont venus remplacer les colons blancs. Et ils ont utilisé le même créneau, la même administration, les mêmes méthodes. Alors, Gbagbo et plusieurs autres Africains se sont distingués parce que eux, ils ont voulu capitaliser l'indépendance. Et se dire que maintenant, nous avons le droit de décider nous-mêmes. Et tout de suite, on a vu la levée des boucliers, parce que on leur a mis des bâtons dans les roues. Pour certains, ils sont morts. Mais lui, Gbagbo, Dieu était avec lui, il a résisté. Il est parti en exil forcé. Pendant 10 ans, on n'a pas pu établir sa culpabilité. Et aujourd'hui, il doit rentrer. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire doit saluer ça comme quelque chose, un cadeau de Dieu. Moi, je le dirais, c'est un cadeau de Dieu, parce que ce monsieur n'a pas terminé sa mission. Il serait mort là dans le bunker, on n'aurait rien dit, il serait mort dans le parcours, mais il est vivant.
il est vivant, il a encore quelque chose à apporter, non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à la renaissance, à l'éveil du peuple africain. Nous avons été longtemps des populations, nous devons nous transformer, n'est-ce pas, en citoyens, nous devons nous transformer, n'est-ce pas, en peuple. Les peuples qui défendent leurs droits, qui connaissent leurs droits et qui les défendent. Mais est-ce que cela ne va pas entacher le processus de réconciliation? Parce qu'on sait que la situation de Laurent Gbagbo, ce qu'il a traversé pendant ces 10 ans, a quand même contribué à faire perdurer le syndrome de penser qu'on en voulait à Laurent Gbagbo. Oui, mais c'est ça qui fait qu'il est un grand homme. Parce que si vous entendez depuis qu'il a été relaxé, que ce soit lui, que ce soit son lieutenant Blé Goudé, qui même est devenu chrétien il y a quelques heures, ben, je vous dis que leur discours est plus réconciliateur que de leurs geôliers. Ils sont plus réconciliateurs que ceux qui sont au pouvoir. C'est ceux qui sont au pouvoir qui ont peur. Parce qu'ils ont posé des actes qui, ma foi, aujourd'hui, les rattrapent. Mais Gbagbo, conscient du fait que la Côte d'Ivoire ne doit pas se détruire, il est le premier à prôner la réconciliation. Et même chose pour Blé Goudé. Mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui doivent comprendre que le temps de vérité est arrivé et accepter cette vérité, parce que ils ont utilisé des méthodes qui sont critiquables. Ces méthodes ont permis qu'ils soient au pouvoir pendant une dizaine d'années, mais après une dizaine d'années, M. Laurent Gbagbo est de retour, et je pense que la main tendue qu'il a, cette main tendue doit être prise, n'est-ce pas, sans a priori et sans arrière-pensée. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner dans tout cela. Ils ont la chance, parce qu'ils ont connu des alternances. Mais c'est une situation difficile à gérer quand on sait que la popularité, la trop grande popularité de Laurent Gbagbo avait un gouvernement en place en Côte d'Ivoire. Ça peut quand même créer un pays où on se retrouve avec deux grands leaders qui ont le statut. Deux grands leaders. Le deuxième, c'est qui? On a le président de la République qui est Alassane Dramane Ouattara. Non, mais le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un autre mandat. Il a forcé le mandat si, et ne peut pas faire un autre mandat. Et dans tous les cas, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui s'est réveillé. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui est émancipé aujourd'hui. La chance que ces pays ont, c'est qu'il y a eu de l'alternance. Vous voyez, on a vu des gens passer. Et aujourd'hui, nous au Cameroun, on n'a pas eu cette chance. C'est pour cette raison que nous avons des populations. Nous avons en grande majorité des populations, nous n'avons pas encore des peuples. Vous voyez, il y a un gros travail à faire. Par contre, en Côte d'Ivoire, il y a eu de l'alternance, il y a eu des gens qui sont passés, il y en a qui ont forcé, il y en a qui ont triché, il y en a qui n'ont pas triché. Tout ça, le peuple ivoirien a déjà subi tout cela. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus important pour eux, c'est d'avoir une réconciliation et c'est de repartir maintenant sur une base démocratique où vraiment il y aura un consensus dès le départ. Vous savez, ces problèmes de consensus, c'est important. S'il n'y avait pas eu de consensus au départ en Côte d'Ivoire, on n'aurait pas vu les grossièretés qui avaient été faites pendant les élections présidentielles. Vous voyez? Donc là maintenant, il est question, et il faut faire confiance à Gbagbo parce que c'est un très grand leader. C'est un très grand leader et c'est quelqu'un qui ne regarde pas ses intérêts égoïstes. On a fouillé partout. Si ce monsieur avait détourné l'argent de Côte d'Ivoire, on aurait retrouvé cela. Mais malgré les fins lignées, malgré le fait que l'Occident n'était pas d'accord avec lui, ils n'ont pas pu démontrer que Gbagbo était quelqu'un qui avait distrait les fonds de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que les Ivoiriens eux-mêmes sont matures aujourd'hui pour comprendre que leur pays a des hommes et que ces hommes doivent travailler. Maintenant, si Gbagbo veut revenir aux affaires, il en a les capacités. Vous savez pas, pendant 10 ans qu'il a passé à l'arrêt, tout ce qu'il a pu concocter dans sa tête, tout ce qu'il a pu voir, mais nous, on est pressés de le voir rentrer parce que nous sommes sûrs qu'il y aura quelque chose, il y aura de la substance. Merci, hein. On avance également, on questionne ceci. Docteur Lujon Ambroise Essomba, la problématique ou alors la polémique soulevée
pas les Camerounais autour du montant ou alors du processus du changement d'établissement des passeports au Cameroun de 75 000 à 110 000. C'est quoi le problème de fond à votre avis aujourd'hui? Vous savez, Sylvain, le Cameroun a toujours été un pays atypique. Atypique tout simplement parce que où les autres font moins, le Cameroun fait toujours un peu plus. Je vais rentrer dans certains domaines pour que mon raisonnement soit logique. Par exemple, au Bénin, quand vous attaquez l'administration devant le juge administratif, le recours contentieux, la caution, c'est 3 500. Or, au Cameroun, on vous dit, c'est 20 000. Et en fonction du litige, de la qualité du litige, ça peut augmenter au-delà de 20 000. Alors, quand vous prenez les passeports établis dans d'autres pays africains, je crois que le dernier pays où c'est un peu plus cher, c'est la Côte d'Ivoire, je crois, à 50 000 francs. Donc, passer de 75 000 à 110 000 dans un contexte d'abord de crise sanitaire où on sait que la recherche de moyens financiers, quelque chose d'assez difficile. Les Camerounais sont extrêmement pauvres quand on essaye de voir, bien que le SMIC qui revient à un Camerounais, c'est extrêmement inquiétant. Autre chose, on s'est rendu compte que les Camerounais aiment voyager. Parce que c'est aussi ça, les Camerounais aiment le tourisme, les Camerounais aiment être des gens mobiles. Et peut-être le gouvernement a pris cela comme un élément probant pour essayer de faire grimper cette somme à 110 000 francs. Je dis, c'est un peu, ça fait un peu mal de le savoir, mais retenons tout simplement que dans un contexte comme celui-ci, il serait quand même mieux de faire ce qu'on appelle un élément boule de neige, c'est-à-dire que on essaye de poser la question un peu comment on va se faire, comme on l'a fait pour les frais universitaires. Vous vous rappelez que pour les frais universitaires, le professeur Titus Edouard, ministre de l'enseignement supérieur à cette époque, a dit, écoutez, les frais universitaires seront à 100 000 francs. Vous voyez, les Camerounais sont sortis pour dire non, écoutez, c'est assez cher. Si on l'avait ramené au moins à 50 000, les parents devaient se débrouiller à payer. Et voilà comment les 50 000 francs avaient été retenus pour les frais universitaires à l'université, dans les universités d'État du Cameroun. Alors, donc, c'est une question qui fait polémique, tout simplement parce que le Cameroun n'a jamais baissé. C'est-à-dire que quand vous regardez un certain nombre d'éléments qui touchent sur les valorisations économiques et ainsi de suite, le Cameroun est toujours le pays qui est plus à l'avance. Mais dans le sens de l'amélioration, par exemple, des conditions de vie, nous sommes en dernière position. Or, dans les augmentations, nous prenons la première place. Je prends encore un exemple, même sur le plan de l'éducation. Vous avez vu la dernière fois, Alassane Ouattara déclinait le salaire des maîtres d'école primaire, du secondaire, et il a laissé de l'enseignement supérieur parce que là-bas, c'est très intéressant. Vous convenez que chez nous, en Afrique, nous sommes d'abord les derniers en termes de traitement salarial. Ça, je défends mon corps, ma corporation. Non seulement au niveau de la région, mais même de la sous-région. Le Cameroun est le dernier pays en termes de traitement salarial des enseignants partant du primaire jusqu'à l'université. Donc c'est pour dire que c'est un problème qui est propre au Cameroun, les soucis d'augmentation, les méthodes d'augmentation, sans que cela ne meure le peuple et sans que cela ne suscite l'éveil ou bien les recommandations, les revendications de la société civile ou des partis politiques, des partis de formations politiques au Cameroun. Parce que tout cela devait les intéresser. Parce que je l'ai toujours dit, quand la Constitution précise que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au-delà du suffrage, il y a une autre formation, il y a une autre mission, il y a une autre vocation à cela, c'est la formation des masses. Il faut former les masses et que ces masses, justement, puissent jouer un rôle important dans la participation du jeu politique et même dans les revendications et les contestations. Donc, je pense que le gouvernement, certainement, a des raisons que nous ignorons, mais sur le plan managérial, on estime que ça allait un peu trop vite. Un peu trop vite. Autre polémique, Cyril Sambaka, c'est la question de la souveraineté du Cameroun qui se pose aujourd'hui dans le cadre du processus de l'établissement de ces passeports-là, qui est carrément confié aujourd'hui aux Allemands. Oui, ben vous savez, le choix de ceux qui nous dirigent est un choix qu'on a toujours décrit en se disant,
on ne sait pas ce qui se passe dans notre pays. Notre pays, c'est triste de le dire, mais on ne sait pas ce qui se passe dans notre pays. Parce que, vous voyez, pour les jeunes générations aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'en apercevoir. Mais nous qui avons la soixantaine aujourd'hui, je peux vous dire que moi, quand j'arrivais à Paris en 75, le Camerounais était sérieusement respecté. Vous savez, il y a les gens qui balaient le métro, là on les appelait les Saracolés et tout ça, là, vous ne pouvez pas voir un Camerounais dedans. Les Camerounais n'étaient pas dedans. Les Camerounais, ils cherchaient seulement à être polytech, des choses comme ça. Vous comprenez? Et quand ils partaient d'ici, l'école polytech, même que Aïdjo avait mise en place, était prisée de par le monde entier. Donc, on avait le culte de l'excellence à cette époque. Et puis c'est venu, donc on a commencé, ça a commencé à se dégrader. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit les problèmes des passeports, que ce soit l'administration camerounaise s'est déjà montrée comme une administration budgétivore qui prend les impôts des Camerounais et les utilise n'importe comment sans rendre compte. Parce que si ils avaient conscience que c'est les impôts des Camerounais, ils ne devaient pas les utiliser comme ça. Non, mais justement, quand vous prenez l'Assemblée nationale du Cameroun vaut quoi? Zéro. Pourquoi? Parce que c'est l'exécutif qui commande l'Assemblée nationale. Quand bien même vous voyez les textes de la Constitution, vous voyez que les textes de la Constitution sont toujours, on renvoie ça toujours, n'est-ce pas, à l'exécutif pour que l'exécutif sorte des décrets. Et si l'exécutif ne sort pas des décrets, vous pouvez garder vos lois là-bas, ce n'est pas leur problème. Ça se voit ici au Cameroun. Donc, nous savons que l'exécutif au Cameroun gère tout. Il ne faut pas qu'on maquille les choses. Les Camerounais sont déjà suffisamment matures pour comprendre que c'est, entre guillemets, de l'escroquerie politique. C'est l'exécutif qui tient tout au Cameroun. Là où on dit à l'Assemblée d'aller voter les lois, non seulement il s'arrange à ce que le parti au pouvoir soit là-dedans, mais même le parti au pouvoir ne vaut rien à l'Assemblée nationale parce que c'est l'exécutif qui commande. C'est lui qui envoie les lois. Et la constitution qu'on a acceptée ici au Cameroun est bafouée aujourd'hui par l'exécutif parce que c'est lui qui doit assumer les décrets qui vont mettre l'applicabilité de ces lois. Donc si vous votez des lois, vous dites que vous avez les régions aujourd'hui et que vous fermez pour que ce ne soit pas opérationnel, qui dirige? C'est l'exécutif. Donc il ne faut pas se tromper là-dessus, il faut que les choses soient claires. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez que que ce soit les passeports, que ce soit les stades, que ce soit autre chose, le Cameroun a déjà cette réputation. C'est-à-dire que c'est le contraire qui devait surprendre les gens parce que nous pouvons avoir des passeports ici à 20 000 francs, comme dans d'autres pays. Nous avons l'ingénierie nécessaire. Nous avons des Camerounais compétents. Nous avons des Camerounais partout à travers le monde, à l'intérieur même du Cameroun, qui soient capables de mettre en place des logiciels et tout ce qu'il faut pour le faire. Et ainsi, comme vous dites, préserver une certaine souveraineté. Mais cette souveraineté-là n'existe pas. La souveraineté au Cameroun n'existe que quand Human Rights a écrit et a dit que vous avez fauté. À ce moment, vous voyez les gens bomber le torse et dire que le Cameroun est un pays souverain. Non. La souveraineté appartient au peuple, qui la transmet à des élus et qui peuvent la leur retirer à tout moment. Dès que nos populations vont comprendre cela et qu'ils doivent choisir, qu'ils doivent contrôler, qu'ils doivent sanctionner, nous allons commencer à aller vers la route du peuple. Parce que pour le moment, la population, elle est énorme. Et les partis politiques font ce qu'ils peuvent faire. Mais les gens sont tellement dans la survie. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que les enfants vont faire? Et tout ça, qu'ils n'ont même plus le temps de nous écouter. Moi, je prends le cas du Bénin. Le Bénin où j'ai fait mon exil. Mais au Bénin, c'est le pays. C'est-à-dire que ce soit les médias nationaux, en langue vernaculaire, en français, ils faisaient des colloques, ils invitaient même des gens de l'étranger pour expliquer au peuple qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer. Maintenant, comme vous voyez là, la démocratie veut que c'est vous qui choisissez. Hein? Donc, il faut maintenant être très très prudent, c'est parce que c'est vous qui devez contrôler. Les partis politiques sont là, ils vont venir nous présenter ce qu'ils proposent pour nous. Mais c'est à nous de choisir. Je dis que j'ai vécu ça au Bénin, j'ai dit je stoppe
mon exil, je rentre au Cameroun, me battent. Oui, je voudrais très rapidement indiquer que ce qui est même davantage gênant, il y a comme une centralisation à outrance de la fabrication de ces passeports. Est-ce que vous savez qu'au Nigeria, le délégué régional, ça veut dire que la sécurité vous établit le passeport, le commissaire vous établit la carte d'identité. C'est comme ça que c'est organisé. Si nous restons... Le Nigeria, n'oubliez pas que là, vous parlez là d'une république fédérale. Mais écoutez, la fédération est l'expression aussi d'une décentralisation. C'est l'expression d'une décentralisation. Donc c'est ce qu'on devait justement avoir au Cameroun. Avec la mise en place des régions, ça devait être possible que le délégué régional, la sécurité, établisse le passeport et le commissaire vous établisse la carte d'identité. C'est ce qu'on voit dans les pays, même africains, ici en Côte d'Ivoire, c'est ça. Tout n'est pas... Le problème là maintenant, c'est même plus l'argent, mais c'est l'extrême centralisation de la fabrication de ces passeports qui, on nous a annoncé, peuvent être disponibles 2 jours après, mais ce n'est pas évident d'ailleurs. C'est déjà en train de se démonter. Donc, moi je pense qu'au-delà de la question financière, il se pose une question de la fabrication centralisée de ces passeports qui nous semble être critiquable. Merci, et nous rejoint un autre de nos hôtes dans le cadre de ce programme de ce dimanche, Vitrine 237. C'est Philippe Nanga, le coordonnateur de l'ONG Un Monde d'Avenir. Il est avec nous. Philippe Nanga, bonjour et bienvenue. Bonjour et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour à tous les co-panélistes, aux autres co-panélistes, président Sambaka et Dr Luison et Somba. Je m'excuse pour le retard accusé. Voilà, je suis là. Merci. On joue directement avec vous là. On parle de la polémique soulevée aujourd'hui depuis quelques jours à l'annonce de la mutation du processus d'établissement des passeports de 75 000 à 110 000, mais également la question de fond, de la préservation de notre souveraineté. C'est encore les Allemands qui doivent établir les passeports pour les Camerounais en 2021. Oui, c'est un constat. C'est un constat, et ce constat-là, il date pas d'aujourd'hui, malheureusement. Il date depuis bien longtemps. Si mes souvenirs sont exacts, ça devrait être... ça fait plus de 15 ans maintenant. Parce que le Cameroun a signé ce qu'on appelle les accords de gestion des flux migratoires avec la France. Ça c'était en 2005, hein, 2004, 2005, 2006 ou 2007, je pense. Et ces accords de gestion des flux migratoires rentrent dans ce que l'Union européenne avait adopté à ce moment-là. Je crois en 2006, il y avait un certain nombre de dispositifs mis en place pour limiter la migration. Il y avait donc ce qu'ils avaient appelé la directive retour, où les Africains devaient accepter de reprendre leurs citoyens qui avaient été interpellés en Europe. Et donc le Cameroun, ayant signé cet accord de gestion des flux migratoires, si vous regardez ce document, il était inscrit à l'intérieur plusieurs lignes de financement pour le Cameroun. Et donc, une des lignes de financement, c'était justement de numériser les états civils au Cameroun. Voilà. Et donc, la France, à travers ce financement, devait aider le Cameroun à informatiser le système d'état civil au Cameroun. Et il y a eu des expériences qui ont commencé ici à Douala la première, et je crois la seule mairie d'ailleurs qui a expérimenté ça. Donc la France devait aider le Cameroun à mettre en place un fichier informatisé de la nationalité, en tout ce qui est lié à la nationalité, donc identité, passeport et tout le reste. La France devait également aider le Cameroun à mettre en place un fonds pour les Camerounais de retour qui devaient recevoir des petites formations et monter des petits projets au Cameroun. Et donc ce n'est pas nouveau ça. Donc nous, à cette époque-là, parce qu'un Monde d'Avenir travaille sur les questions migratoires, nous avions été informés. Et nous avions d'ailleurs fait une déclaration à cette époque pour dénoncer, n'est-ce pas, d'avoir la signature de cet accord de gestion des flux migratoires, pour vous dire que quand le Cameroun signe
le document parce qu'il était passé en France à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a envoyé en lecture au Sénat. Entre-temps, le Cameroun a signé l'accord. Malheureusement, le Sénat a rejeté, n'est-ce pas, ce document. Du coup, ça a bloqué tout le processus. C'est des choses que je crois qu'il faut savoir. Ça a bloqué tout le processus. Tout ce qui devait être mis en place n'a plus été mis en place parce que le Sénat avait rejeté, n'est-ce pas, cet accord, cette proposition d'accord de gestion de crise migratoire que la France proposait. Donc, pour vous dire que, en fait, souvent, je ne sais pas pour quelle raison nos gouvernants, n'est-ce pas, acceptent de signer des accords. Des fois, vous vous posez la question, est-ce qu'ils ont lu avant de signer? Ou alors, c'est juste souvent le gain, l'argent qui tourne autour, qui les intéresse. Parce que sur cet accord dont j'évoque aujourd'hui, certaines personnes ont été refoulées au Cameroun alors qu'elles n'étaient pas camerounaises. Simplement parce que leur dernier pays de transit était le Cameroun. Bon, parce que quand on vous attrape en France et que, voilà, on fait les recherches, on voit que votre dernier pays, avant d'arriver en France, c'était tel pays, le Cameroun. Donc le pays de retour qu'on identifie, c'est d'abord le Cameroun. On va donc aller à l'ambassade et l'ambassade doit confirmer que effectivement vous êtes camerounais. Et nous avons eu le cas d'un Malien, d'un comment on appelle ça, Nigérien, qui a été refoulé ici et qui n'était pas camerounais. Il a fait 2 mois à l'aéroport de Douala, n'est-ce pas, en tournant en rond. Je vous dis juste des incongruités des accords que nos dirigeants signent et qui créent des soucis énormes aux citoyens africains et camerounais en particulier. Donc c'est un scandale de voir. Vous imaginez la France en train de confier, n'est-ce pas, comment on appelle, son fichier d'identité aux Allemands ou aux Américains? Vous avez vu l'histoire des élections de Donald Trump, comment il a été menacé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, procédure d'impeachment. Oui. Pourquoi? Parce que on soupçonnait qu'il avait, il s'était appuyé sur les Russes pour se retrouver là, qu'il y avait des manipulations étant aidé par des spécialistes russes. Donc c'était suffisant pour que les Américains trouvent que il ne peut pas être président. Mais comment vous pouvez admettre que chez nous, on peut confier notre identité, en tout cas, et ça j'explique ça pour que vous puissiez comprendre la profondeur. En réalité, c'est que les Européens veulent contrôler la migration à partir de nos pays, ce qu'on appelle le déplacement des frontières, c'est-à-dire maintenant la frontière européenne n'est plus en Europe, elle est à l'intérieur des pays africains. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens comprennent pourquoi tout ça se passe. C'est toujours dans le cadre de comment on appelle ça, la fermeture des frontières. Et donc, il y a des pays qui ont refusé, le Mali a refusé de signer cet accord-là. Et ils ont toujours refusé tout ce qui concernait les retours des migrants en estimant que c'était pas intéressant pour eux. Et d'ailleurs, à l'époque, les dirigeants maliens avaient dit que c'est que la France leur propose, parce qu'on met en même temps en avant l'aide au développement. Ils avaient dit que ce que la France de l'Europe leur propose en termes d'aide au développement était inférieur à ce que les Maliens de l'étranger envoyaient dans le pays. Donc, c'est pour dire, vraiment, c'est un gros souci, et peut-être que c'est bien que les universitaires, les hommes politiques, la société civile puissent prendre conscience de cela et dénoncer. Parce que ce n'est pas les techniciens camerounais qui manquent pour produire ce service-là. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est pas, parce que quand on voit aujourd'hui, je regardais encore hier les Ivoiriens qui étaient en train de présenter publiquement leur première production d'ordinateurs et de smartphones. Et je disais, ça n'est pas possible. Vous imaginez qu'il y a un Camerounais ici, Ndje Kamtchameni, qui a été le premier Africain à produire un ordinateur. Et il a eu des soucis, c'est même en Côte d'Ivoire justement qu'il est parti et pour se retrouver après au Burkina Faso. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de produire des smartphones et les ordinateurs. Le Cameroun a dépensé je ne sais pas combien de milliards de francs pour acheter des petits jouets là à distribuer dans les universités. Voilà notre pays que nous dénonçons chaque jour et dont on nous taxe souvent d'être des extrémistes parce que simplement nous mettons en avant des problèmes qui sont des vrais problèmes et qui touchent directement à notre souveraineté. C'est pas la question de quand on dénonce des travers, on dit que non, on a un pays souverain. C'est là qu'il fallait défendre la souveraineté. Ce n'est pas ailleurs.
Ce n'est pas ailleurs. Sur cette problématique, nous allons prendre notre sujet d'actu où nous parlerons de la crise anglophone en relation avec la sortie des États-Unis et également nous allons questionner l'opportunité de la nomination des médiateurs à travers le décret du chef de l'État il y a quelques jours, président Cyril Sambaka. Les États-Unis qui estiment qu'aujourd'hui, il faille restreindre la délivrance des visas à un certain nombre de Camerounais, de près ou de loin, sont en train de manœuvrer à l'effet de bloquer le processus de retour à la paix dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. C'est une résolution importante. Moi, je l'ai vu à plusieurs niveaux. Hein. Je ne l'ai pas prise comme ça. Je suis un homme politique, je dois faire quand même certaines analyses. Parce que quand les Américains savent que le Cameroun est réputé être un pays où il y a plein de jouisseurs qui détournent de l'argent, évidemment, quand on détourne de l'argent, on essaye d'aller dans les paradis. On essaye d'aller là où c'est développé, on essaye d'aller là où on peut avoir une chambre d'hôtel à 20 millions la nuit, etc., etc., avec l'argent qu'on a détourné dans son propre pays. Donc, quand on fait des restrictions comme celle-là, moi, je vois ça sous cet angle-là. Mais le vrai problème que moi, je perçois dans cette affaire, c'est qu'il y a une nouvelle administration qui est arrivée. Et cette nouvelle administration aux États-Unis a dégagé parmi ses priorités sur le cas de l'Afrique, n'est-ce pas, la résolution du problème anglophone. Alors moi, je vois cela comme une main tendue. Parce que si nous avons de vrais diplomates au Cameroun, ces vrais diplomates doivent d'abord savoir qu'ils doivent préparer des dossiers pour montrer aux Américains que nous avons des Camerounais aux États-Unis qui alimentent la guerre dans le Nozo. Bon. Deuxièmement, que nous sommes disposés à discuter avec eux. Ils sont chez vous, nous vous demandons d'essayer d'organiser cela. C'est ça qu'on appelle une diplomatie agissante. Essayez d'organiser ça, ils sont résidents chez vous. Nous avons certaines preuves qu'ils achètent des armes. Et les armes sont achetées à l'extérieur. Et notamment dans les pays européens, américains et autres. Si nous avons pu établir cela, c'est-à-dire que nous sommes un gouvernement d'abord sérieux, soucieux du fait que les choses doivent s'arranger dans le Nozo. Donc, avec cette nouvelle administration, je pense que c'est une main tendue vis-à-vis du Cameroun. C'est le Cameroun maintenant qui, avec intelligence, doit pouvoir avancer dans la résolution de la crise anglophone. Ce qui est sûr, c'est que dès le départ, pour tout Camerounais de bonne foi, nous savions très bien que le minimum, c'était même pas une décentralisation, mais c'était une fédération des régions qui pouvait amener. Maintenant, le Cameroun a montré que même la... Est-ce que le Cameroun n'a pas montré toute sa bonne foi? Le Cameroun avec sa recherche d'un certain nombre de solutions endogènes. On est passé par le grand dialogue national. On a évoqué là le cas de la nomination des médiateurs pour le cas des deux régions. C'est quand même... Oui, là vous posez la question à la mauvaise personne. Parce que moi j'ai été en 91 à la réunion tripartite. Tout avait été dit là-bas. C'était une façon de ne plus utiliser le mot fédération. N'est-ce pas? Qu'on a choisi la décentralisation. Mais cette décentralisation était claire. L'administration ne pouvait pas agir a priori. Ils agissaient a posteriori pour voir si les lois sont respectées, etc., etc. Mais ceux qui dirigeaient étaient élus. On prenait les services déconcentrés de l'État qu'on leur reversait pour qu'il n'y ait pas doublon. Donc tout ça a été discuté. Bon, le gouvernement n'a pas bougé. Il a commencé à déconstruire tous les acquis de la réunion tripartite. Jusqu'à arriver au grand dialogue où moi j'étais encore. Pour dire que ça n'avait rien à voir avec la réunion tripartite où il y avait des résolutions. Alors que là-bas, il y avait des recommandations et on nous interdisait de prononcer le mot fédéralisme dans la salle. Quand on a fait la réunion tripartite, il y avait tout. Tout était sur la table. Même le bureau. On a mis le veto. L'opposition camerounaise a mis le veto. Les bureaux de l'Assemblée ont été construits là, à l'intérieur de la salle. Nous, on arrive au grand dialogue, on trouve que les bureaux sont déjà faits. Vous vous asseyez seulement. Et on vous dit que vous avez 2 minutes. À la tripartite, vous pouvez parler 10 minutes, on ne vous coupait pas.
Vous comprenez? Donc il faut faire les choses comme elles sont. On a dévoyé les accords de la tripartite, n'est-ce pas, pour nous sortir au grand dialogue quelque chose qui ne tient pas la route. Deuxièmement, on nous a dit qu'il y aura de la décentralisation. Compris dans le sens de la vraie décentralisation, nous sommes loin de là. Parce qu'aujourd'hui, les gouverneurs se sont habillés en blanc comme des colons pour venir installer des gens qui sont leurs sujets, qu'on appelle le conseil régional. C'est clair, hein? Les lois ne sont même pas encore... On a voté une loi, mais les décrets d'application, le pouvoir central les tient toujours à la gorge. Donc vous ne pouvez pas me dire, pour quelqu'un qui a vécu ces deux événements, que nous avons progressé. Maintenant, les médiateurs dont vous parlez, les recteurs d'université, tout ça c'est élu par les pairs. Ce n'est pas des histoires de nomination. Où est-ce qu'on va là? Les autres pays sont en train d'avancer, nous on recule. Et tout ce que nous avons adopté, n'est-ce pas, est en train de nous détruire. Et on continue à tenir comme du fer que c'est comme ça que ça doit se passer. Non. Il y a les plans de carrière, il y a toutes ces choses-là. Il faut qu'on soit sérieux. Hein? La guerre là continue parce qu'on n'a pas un gouvernement qui est capable sur le plan des propositions, de discussions et de négociations arriver à quelque chose. On ne peut pas gagner une guerre dans son propre pays. Cela veut donc dire, en d'autres termes, que l'armée, elle va protéger, continuer à protéger, mais ne pourra pas résoudre ce problème. La capacité à résoudre ce problème, c'est le gouvernement qui doit l'avoir. Et s'ils échouent là-dedans, qu'ils acceptent qu'ils ont échoué. Mais qu'ils ne pensent pas que l'armée va se substituer à eux. Parce que l'armée a son travail, le gouvernement a le sien. L'armée fait bien son travail, est-ce que le gouvernement fait le sien? Si le gouvernement faisait en même temps le sien, on n'en serait plus là. Donc quand on vient maintenant encore énerver les gens, avec cette histoire de nomination des médiateurs, n'est-ce pas? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Il va faire la médiation de quoi? Mais ils vont il a accepté par qui? Des régions. Il a accepté par qui? La souveraineté appartient au peuple. Il faut que les gens le comprennent dès maintenant. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la démocratie et puis se mettre à jongler. La souveraineté appartient au peuple. C'est chaque Camerounais qui prend un morceau de sa souveraineté pour donner aux gens. Et quand il n'est pas d'accord, il retire ça. C'est ça la démocratie. On a choisi de la faire, faisons-la pleinement, ne jouons pas. Donc, c'est le bon travail qui maintient les élus à leur poste. Maintenant, si nous avons aussi des populations qui ne veulent pas se muter en peuple, qui ne veulent pas comprendre que la souveraineté c'est eux, mais on va traîner comme ça, parce qu'on va avoir une classe dirigeante qui va utiliser les populations comme corvéables à merci, et puis une petite classe de gens qui ont compris les citoyens, qui sont minoritaires. Vous voyez, en pleine démocratie, c'est la catastrophe. La vraie démocratie, c'est quand le peuple existe, quand la population a pris conscience, et quand on éduque ces gens, et quand ces gens sont ouverts. Mais maintenant que nous sommes dans une crise économique grave, où on n'est pas sûr que les gens vont manger à leur faim, parce que ça va aller de mal en pire, est-ce qu'ils vont s'intéresser à leur souveraineté? On ne les encourage pas à s'intéresser à leur souveraineté. C'est pour ça que nous disons que nous, politiques, notre engagement doit être de ramener la population, de partir de la population vers le peuple, conscient de leurs droits et devoirs. Sachant que si eux, ils restaient à la maison et qu'ils ne choisissent pas qui doit les diriger, alors à ce moment-là, ils vont subir pire que la colonisation. Parce que parfois, on se pose la question de savoir entre le colon blanc et le colon noir qui maltraite plus que l'autre. Parce que c'est très grave. Les pays sont en train d'avancer, le Cameroun recule. Les problèmes de passeport, les problèmes de ceci, les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais ont 300 minéraux, n'est-ce pas, qu'on a répertoriés. Qu'est-ce qui nous envoie tout le temps, même pour soigner le Covid, aller emprunter de l'argent à l'extérieur? Notre propre argent est où? Merci, Président Cyril Sambaka. Docteur Essomba, Ambroise Luson, la question que soulèvent les États-Unis dans le cadre de cette restriction, tout au moins, on peut s'interroger sur l'efficacité de cette option-là, en termes d'approche vers la recherche des solutions pour le cas de la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest.
Oui, bien entendu. Vous savez, le Cameroun, chaque fois qu'il est mis dos au mur, ou bien chaque fois qu'il subit des pressions, surtout extérieures, essaye de, comme on dit, essaie d'harmoniser les angles. Parce que, observez bien, chaque fois que soit le Conseil des Nations Unies annonce, inscrit la question anglophone au sujet des débats, il y a toujours un acte qui est pris au Cameroun. Chaque fois, et observez bien, quand on a dit que les États-Unis vont se prononcer, et le secrétaire d'État américain il fait une lettre, et j'ai pris le soin de lire cette lettre, il indique à Joe Biden que tu as placé ton mandat sous le signe de la paix, tu as placé ton mandat sous le signe de la bonne gouvernance, tu as placé ton mandat également dans la lutte contre les dictateurs. Et justement, à ce niveau-là, il y a un problème au Cameroun qui se pose en termes de crise qui dure depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. Et je pense que dans cette lettre, le secrétaire d'État interpelle donc le président Joe Biden en lui disant « Essaye de dériver un regard vif sur cette question parce que au niveau de ce pays-là, il y a déjà près de 4000 morts, il y a des réfugiés qui sont partis, il y a des déplacés internes, donc ça en est trop. » Et il a saisi le président américain pour lui dire « Voilà, un des cas qui s'inscrit dans ton combat, dans les perspectives managériales que tu as entreprises pour gouverner l'État américain. » Et, bien évidemment, on s'est rendu compte que 2 jours après cette sortie, il y a eu cette nomination de Public Independent Conciliator. En réalité, est-ce que cela vise à résoudre la crise anglophone? Non. Le rôle, les attributions de cette autorité administrative indépendante consiste tout simplement d'harmoniser les rapports entre l'administration régionale et l'administration communale. C'est tout. C'est-à-dire qu'on vous dit, si un agent de la commune ou de la région a un problème avec l'administration concernée, l'indépendant conciliateur intervient préalablement avant que le problème n'aille devant la justice. En fait, il a d'abord un rôle de conciliateur, de médiateur, comme cela l'indique. Vous savez que ce n'est pas une institution nouvelle. Déjà en 1973 en France, on avait le médiateur de la République qui est devenu en 2011 le défenseur des droits. En Suède, dans les pays scandinaves, vous avez l'ombudsman suédois, c'est-à-dire qui joue le même rôle, c'est-à-dire des médiateurs, des conciliateurs, qui voudraient que, avant qu'un problème ne soit porté devant la justice, il doit intervenir au préalable pour éviter que le prétoire ne soit engorgé. Maintenant, quand vous regardez dans ces attributions, on vous dit qu'il peut modifier des lois, puisqu'ils ont une assemblée régionale, il peut modifier les lois, il peut saisir le président de la République, ainsi de suite. Quand vous y voyez, donc vous analysez à fond toutes ces prérogatives, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucunement, à aucun moment, la possibilité de dire qu'il s'agit là d'une trajectoire dans le règlement d'une crise, de la crise anglophone. Parce que quand vous regardez au fond, et ça le président Samaka l'a dit, j'emprunte ce mot, pour indiquer que quand la crise apparaît, qu'il y a une option, qu'il y a une dimension politique, et qu'on veut la résoudre forcément par les voies militaro-militaires, qui aujourd'hui sont en train de montrer leur insuffisance. Et les gens veulent perdurer vers cette voie qui continue d'être contre-productive, qui n'est pas productive du tout, parce qu'on se rend compte que depuis 5 ans, la guerre ne fait que durer. Alors moi je pense que la sortie des États-Unis paraît une sortie opportune, mais une pression forte, parce que le grand dialogue qui s'est tenu, on ne va pas se le cacher, c'est-à-dire que c'était un dialogue à dimension cosmétique qui, on le voit même sur le plan de l'application même de la décentralisation. On va vous dire, on a un très bon test révolutionnaire, je le dis, et je le dis même à mes étudiants. Mais ce qui se passe, c'est que quand on vous dit par exemple que les 15% de la dotation de l'État seront transférés aux collectivités totales de santé. Nous sommes à 2 ans. Rien n'a été fait. On vous dit, il faut attendre des décrets d'application. Vous voyez donc que ici, l'exécutif continue de tenir le législatif par la bourse. Et à partir de là, ça crée un problème sur le développement et l'avancement de notre pays. Alors, c'est pour dire que la création, la nomination de ces independent conciliators, à mon sens, ne vise pas à résoudre la crise anglophone. Parce que cette crise est plus profonde que l'on ne puisse l'imaginer. Alors, emprunter des voies, la nomination ne peut pas régler une crise. Ça, ce qui est évident, c'est que l'État du Cameroun doit remonter sur le créneau, organiser un dialogue véritable
ou seront invités des gens qui peuvent réfléchir, penser pour que la paix revienne au Cameroun? Merci Philippe Nanga. Dans le fond, la question de l'efficacité de cette solution américaine aujourd'hui peut également se poser quand on sait que le Cameroun déploie un certain nombre de solutions endogènes pour effectivement freiner la progression de cette crise anglophone. J'allais poser la question, c'est quoi la solution américaine? Celle qu'elle vient de proposer là en termes de restriction de délivrance de visas à un certain nombre de personnes. C'est pas une solution. C'est pas une solution que les Américains proposent. Oui, c'est juste que c'est une interpellation. C'est une mesure d'interpellation pour dire les Américains sont bien conscients. Aujourd'hui, vous savez, la société civile, contrairement à ce que les gens disent souvent que nous sommes pour les ingérents, non, c'est faux. La société civile est très vigilante sur les actions internationales. Si vous voyez aujourd'hui le FMI, la Banque mondiale font très attention parce que la société civile au niveau international est très vigilante là-dessus pour dire attention, vous n'avez pas le droit de. Donc les Américains savent très bien que ils peuvent pas venir faire n'importe quoi au Cameroun. C'est pour ça que ils prennent des mesures interpellatives pour dire vous devez résoudre ce problème au plus vite. Alors, parce que je peux vous dire que nous avons déjà eu, quand je dis nous, à Monde Avenir, d'autres leaders associatifs, des échanges avec les représentations diplomatiques sur ces questions-là. Les Américains ont un ensemble d'instruments qu'ils utilisent contre les pays qui violent les droits de l'homme. Et donc, il y a justement l'interdiction d'entrer aux États-Unis, c'est le premier niveau. Il y a le gel des avoirs, n'est-ce pas? Et après, il y a l'embargo économique, donc l'interdiction de transactions financières économiques entre les États-Unis et ces pays-là. L'Agora. Voilà. Donc, ils sont actuellement au premier niveau qui est l'interdiction d'entrée pour les personnes qui vont continuer à activer la crise. Parce que il faut bien regarder aussi, parce que les États-Unis n'ont pas seulement interpellé le gouvernement, ils ont interpellé toutes les parties. Ils ont interpellé toutes les parties pour dire attention à ceux qui continuent d'envenimer, n'est-ce pas, de nourrir la guerre. C'est ça. Donc, ils interpellent toutes les parties. Mais seulement ils interpellent au Cameroun parce que dans tous les cas, c'est l'État du Cameroun qui a les moyens d'arrêter la crise. C'est pas ceux qui se disent ambassadeurs ou autres, non. C'est pour ça que ils interpellent spécifiquement le Cameroun en disant il faut aller à un dialogue plus ouvert, plus inclusif. D'accord? Donc ça c'est l'autre niveau d'interpellation, parce qu'il y a la première interpellation qui est vis-à-vis des deux parties, donc de toutes les parties, en tout cas en conflit, pour dire il faut arrêter. Donc c'est ça, c'est une sorte de demande de cesser le feu. Ce que nous demandons depuis, parce que ce n'est pas les Américains qui sont les premiers, parce que c'est important pour vous les médias aussi de toujours faire le lien entre ce qui est demandé par les acteurs locaux et qui est repris par les acteurs à l'international. Parce que souvent on a l'impression que c'est à l'international qu'on propose des solutions, alors que ces solutions ont déjà été proposées au niveau national. Donc c'est quelque chose que nous demandons depuis, le cessez le feu sur le premier niveau. Il faut arrêter de tirer sur les gens. Ça, pour nous, on n'a jamais compris que l'État du Cameroun pense que il faut tirer sur les gens. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, j'arrive jamais à comprendre que à Yaoundé, l'État du Cameroun a entrepris des voies de négociation et de discussion. On parle là, par exemple, au cas de la nomination des médiateurs dans ces régions. En France, il y a 50 000 médiateurs. Dans tous les quartiers, il y a les médiateurs. Le docteur Luzet de Soja a retenu quelque chose de très bien, a dit en fait c'est une mesure pour empêcher l'engorgement. Donc je résume ça, l'engorgement des prétoires. Là c'est le résumé. En fait c'est ça. Moi je connais bien la France, donc je peux en parler. Donc ça existe en France, dans tous les quartiers, il y a les médiateurs. Justement leur rôle c'est de régler en amont des problèmes pour que tout le monde n'aille pas au commissariat et tout ça. Il y a en France ce qu'on appelle la prévention spécialisée. Ce sont des acteurs société civile qui sont formés ce sont des juristes, mais qui sont dans la société civile, qui ont pour rôle justement de régler des problèmes de confiance des personnes, entre des personnes des institutions comme la commune, voilà, pour que les gens n'aillent pas tous
Ouais, moi, ici au Cameroun, ouais, pour un rien, quand on diffame, pour n'importe quoi, vous retrouvez votre... Un jour, j'ai été convoqué dans un commissariat pour une histoire de quelqu'un qui m'accusait de diffamation. J'ai dit à l'enquêteur, vraiment, mon frère, toi-même, tu ne veux pas dire au gars qu'il vient d'abord, même on s'explique même avant de m'envoyer la convocation. Ça a quel sens d'appeler les gens? Vous mobilisez une journée entière pour écouter des gens sur des conneries, alors que c'est les associations qui font ça en France. Donc le médiateur, c'est vraiment son rôle d'éviter qu'on aille au tribunal. C'est tout. En dehors de ça, il n'a plus aucun pouvoir. Il ne peut pas empêcher que le commissariat vienne vous chercher chez vous. Il ne peut pas. Il ne peut pas empêcher qu'on vous mette en prison. Il ne peut pas. Il ne peut pas empêcher qu'on couvre, comment on appelle ça, qu'on encercle un quartier, qu'on arrête les gens. Il ne peut pas. Il va simplement parler. C'est-à-dire qu'il va dire, vraiment, je pense qu'il ne faut pas le faire. C'est un avis, c'est comme un avis. Mais le commissaire ou bien le commandant va faire ce qu'il veut faire. Il ne pourra rien faire. Il faut que les gens comprennent très bien. C'est un dispositif simplement pour régler des conflits à l'interne. Oh, le problème anglophone aujourd'hui, ce n'est pas un problème interne. Les anglophones entre eux n'ont aucun problème. Même si on veut mettre à chaque fois qu'ils ont... Non, à l'intérieur des régions anglophones, ils n'ont pas un problème. La crise qui est mise là, au début de la crise, c'était l'unanimité. Il y a comment on appelle ça, des divergences sur la manière et sur comment je vais dire, sur les démarches. Et même le cardinal l'avait dit avant sa mort. L'Église catholique a fait une enquête qui montrait que près de 70% étaient pour la sécession. Ah oui. Non, c'était pour la sécession. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, la majorité des anglophones estimaient que non, il faut vraiment la sécession. Pour vous dire que les anglophones n'ont pas un problème interne. Ils ont un problème entre les régions anglophones et Yaoundé là-bas, les gouvernants qui sont à Yaoundé. C'est ce problème qu'ils ont. Donc le médiateur interne là va résoudre quel problème entre les régions du nord-ouest et Yaoundé. Il n'a pas le mandat. Philippe, il y a même un problème de centralisme encore qui revient. Ce médiateur pouvait être élu par les populations locales. En effet. On connaît mieux qui va sa crédibilité. Et les médiateurs, ce sont en France, c'est comme ça se passe, les médiateurs des quartiers, ce sont les associations, oui, qui proposent quelqu'un. Oui, ce n'est pas quelqu'un, les gens sont à Yaoundé, ils décident que c'est elle qui sera. En plus, c'est des anciens fonctionnaires qui sont toujours liés, parce que quand quelqu'un est fonctionnaire, ils sont très rares, hein, surtout les fonctionnaires qui n'ont pas, qui ne se sont jamais exprimés, parce que si vous regardez le profil de ces personnes-là, est-ce que vous avez entendu un jour ces deux personnes, une de ces personnes, prendre une position publique sur les questions de gouvernance au Cameroun? Pas du tout. Parce que là, le texte dit, ils doivent avoir une expérience solide, ils doivent avoir une réputation d'objectivité et d'intégrité. Oui. À quel moment de leur vie, n'est-ce pas, elles se sont prononcées pour ou contre une question qui relève de la gouvernance du pays? Voilà. À quel moment? Je voulais compléter, parce que c'est bon que les téléspectateurs comprennent de quoi on parle. Parce que quand on a fini d'expliquer cette affaire de médiateur qui n'a aucun impact sur la résolution de la crise, on retrouve des médiateurs dans l'ancien système fédéral qui était dans le côté anglophone. Ça existait. La chambre des chefs, ça existait. Vous comprenez? Bon, maintenant, à la tripartite, on avait dit, mais la chambre des chefs là, il faut qu'on répande ça dans tout le Cameroun. Vous voyez? Bon, parce que c'était quelque chose de positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne là? On nous donne la chambre des chefs côté anglophone. Et côté francophone, maintenant, on prend les chefs, on les mélange avec les politiques. Et quand maintenant, il y a la session du conseil, les chefs disent non, on ne veut pas s'asseoir avec les hommes politiques là. Arrangez-nous notre place pour qu'on se mette ici. Non, c'est ça malheureux. C'est malheureux parce que, vous voyez, là où les gens s'accrochent sur les strapontins, le pays s'en va à volo. Alors il faut construire un pays. Alors si on veut construire un pays, on met les intelligences, on construit le pays. Il y a des historiens, il y a les anthropologues, il y a des juridiques. Tous ces gens-là, des sciences humaines, doivent s'asseoir. Il y a la société civile au Cameroun, on a dit qu'il n'y en a pas. Il y a les partis politiques, il y en a, mais ce n'est pas les partis politiques qui vont résoudre ces problèmes. C'est tous les Camerounais. C'est tous ensemble. Mais on a l'impression que les partis politiques et les hommes politiques que vous avez confisqués, la chose publique au Cameroun. On n'a rien confisqué du tout. La politique, c'est un sacerdoce. S'il y a des hommes politiques qui s'occupent que des strapontins,
on va se retrouver avec des mauvais résultats. Parce que, vous savez, le peuple que vous voyez là, il est dans les communes. Il est dans les communes. Parce que le pouvoir central là, c'est un plafond de verre là-bas qui est très loin. Et il y a un seul siège. Les Camerounais peuvent se sentir bien avec les 360 maires. Hein. Il faut le savoir. Les Camerounais peuvent se sentir bien à condition qu'ils revendiquent. Parce que si depuis, l'opposition avait travaillé sur les communes et qu'on avait des maires, bon, je n'absous pas le fait qu'il y a des bourrages durs. Moi-même, j'en ai été victime. Donc, si on se bat pour avoir les mairies, je peux vous dire qu'on a le peuple avec nous. Est-ce que le problème, le problème de la crise de la résolution de cette qui ne se limite pas seulement à avoir des maires ou des députés? On sort d'une élection. Je vous ai dit, on vient encore de... Je vous ai dit, laissez le processus électoral du Cameroun. Il n'est pas encore bon. Mettons-nous ensemble pour dégager un processus qui est consensuel. C'est pour sauver le Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire, Sylvain, que des gens ont dirigé le pays pendant 40 ans, pendant 60 ans même, et qui pensent que ce n'est pas suffisant. Ils doivent continuer. Non, mais le peuple là, est-ce que vous vous rendez compte que des enfants vont prendre leur retraite avec le même système là? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'ont jamais travaillé et qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui n'ont jamais travaillé? Mais c'est catastrophique, hein? Mais ça, c'est pas la faute de ceux qui nous gouvernent, parce que eux, ils sont sur leur strapontin, ils vont en jouir. Il n'y aura que les États-Unis, peut-être l'Europe, qui dira que non, ne venez plus dépenser cet argent ici. Et puis d'autres même ont commencé à leur demander que mais, tout l'argent que vous avez mis ici, là, mais tout cet argent-là, c'est pour faire le trafic des armes, c'est pour faire le trafic de quoi? Et certains de nos dirigeants ont fui, hein, abandonnant ces comptes-là. Abandonnant ces comptes. Donc, ces comptes pouvaient servir. Il y a des pays africains ici, là, où on a vu comment les particuliers ont pu se mettre dans l'industrie, ça marche. Il y a l'emploi. On a dit, on répartit les richesses, on répartit le budget. Donc, on envoie collectivités territoriales décentralisées. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent pour le fonds de roulement, ils leur donnent, ils leur disent, bon, vous pouvez acheter quelques 4x4, vous pouvez faire machin, acheter le siège, vous rendez compte? Pendant ce temps, les populations à qui on a dit que la décentralisation était un bonheur pour eux, ils ne verront jamais cela. Parce que même les décrets d'application, on ne va pas signer. Le ministre même qui défend qui est le ministre de la décentralisation, n'a jamais défendu la décentralisation. Moi, j'étais au grand dialogue. Il était dans ma salle. Quand on lui a posé la question, il l'a biaisé. Quelques maires se sont levés pour dire que ben non, vous ne pouvez pas dire ça. On a dit qu'il nous faut minimum 10%. C'est là où la salle s'est dit, ben non. Comment est-ce qu'on peut faire une décentralisation? On prend 10%, on donne aux collectivités décentralisées avec toute la charge qu'ils auront à faire. Nous avons proposé 40%. Ils se sont arrêtés à 15%. Les 15% qu'on a déclaré. Mais c'est comme ça. Je pense que vous voulez créer des États. Non, vous avez fait tout faux. Vous avez fait tout. Ce sont les impôts des Camerounais qui font ce budget-là. Non, attention, vous avez fait tout faux. Ils racontent des histoires. Une mairie, moi dans mon cam là, une mairie complètement enclavée peut devenir un paradis. Vous voyez? Si on leur donne la possibilité de se mettre sur un starting block et lancer le développement. Parce que le développement va partir de là. Et l'avantage de ce développement, ça sera que le développement va partir de partout, dans les 360 communes. Parce qu'ils ont déjà pensé, hein. Il y a même le plan de développement qui existe, c'est l'argent qu'il n'y a pas. Vous croyez que Boko Haram allait sévir comme ils ont fait dans l'extrême nord si les communes là-bas développaient les oignons qu'ils exportaient avec les populations, voir quelle spécialisation on peut faire dans quelle commune, quelle autre, à Malimba là-bas, comment on va faire pour que ça soit la plus belle plage du monde. C'est de ça qu'il s'agit, hein. Il ne faut pas dire que c'est pour faire les États. Non, c'est pour rendre le Cameroun un pays vivable, beau en quelques années. Parce que le budget de l'État a été... Ce budget de l'État là, qu'est-ce qu'il y a comme investissement? Qu'est-ce que ce budget de l'État fait les Camerounais ressentent? Les Camerounais ne vont le ressentir que quand eux-mêmes
pourront voter, contrôler et sanctionner les élus locaux qu'ils ont parce que il y a de l'argent et ils pourront multiplier. Vous avez vu que dans la loi qu'on a faite, si vous voulez faire du partenariat, etc., il faut l'autorisation du gouverneur, du préfet. Vous voyez? Donc vous voyez comment on saucissonne les élus. Non, est-ce que vous voulez qu'on se taise? On ne peut pas se taire. On sait ce qu'il faut faire. Mais il faut que les populations comprennent que c'est elles, les populations, qui vont se lever pour revendiquer leurs droits. Parce que ceux qui gouvernent n'ont aucun intérêt à perdre leurs avantages. Ils s'accrochent sur les avantages, ça se multiplie. Quand on change un gouvernement, quand on met un gouvernement en place, vous voyez les frères du village commencer à se battre. On dit on a mis quelqu'un de notre village, il faut qu'on fasse tout pour lui mettre les pots de banane, qu'on l'enlève, parce que ça peut être moi qu'on va nommer demain. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. À un moment, il faut qu'on dise la récréation est terminée. Merci Cyril Sambaka. On va avancer là en parlant de Cameroun, effectivement avec cette problématique qui effectivement est rentrée dans le premier sujet en parlant de la longévité politique administrative au Cameroun. On se pose bien la question si l'âge est un gage d'efficacité en matière de gouvernance. Docteur Luison et Somba Ambroise, on commence par vous. En réalité, dans le contexte qui est le nôtre, est-ce que on peut, cette question mérite de s'interroger aujourd'hui. On nous parle de l'efficacité en matière de gouvernance. Est-ce que l'âge également aujourd'hui, en termes de longévité, se pose? Alors, c'est d'abord quoi l'âge? Vous savez, l'âge est une aptitude que la loi vous confère en vue de poser des actes juridiques. C'est-à-dire que à partir de l'âge, on détermine qui est mineur, qui est majeur. À partir de l'âge, on détermine qui peut être responsable politiquement, pénalement et civilement. C'est pourquoi on vous dit, à 18 ans, vous êtes responsable pénalement. À 20 ans, vous êtes responsable politiquement, parce que vous pouvez voter. Et à 21 ans, vous êtes responsable civilement. Vous voyez donc qu'on s'appuie sur l'âge. Même pour les conditions d'éligibilité. On vous dit, si vous voulez être président de la République, il faut avoir 35 ans ou 45 ans. Si vous voulez être député, il faut avoir 25 ans, ainsi de suite. Vous convenez avec moi que l'âge devient le baromètre de la participation, soit dans le jeu politique, soit dans le jeu social, soit dans le jeu économique. Parce que même, on a vu, dans la fin bonne des gens de Dieu, on vous dit, est-ce qu'un chef en qui on transfère le pouvoir à 10 ans peut poser des actes juridiques? Aujourd'hui, nous sommes dans la décentralisation. Est-ce qu'il peut assurer une coopération internationale, c'est-à-dire que signer un accord avec une autre commune étrangère? Donc, vous voyez que l'âge devient donc un élément important dans la vie d'un citoyen. Et à partir de là, à partir de cette lecture, je convoque, je ne sais pas si c'est Lamartine qui le disait, si vieillesse pouvait, hein, et si jeunesse savait. C'est donc pour dire que l'âge, en réalité, la question de l'efficacité relative à la bonne gouvernance ou au bon développement, au règlement de l'État, c'est pas forcément l'âge, parce qu'on se rend bien compte que quand, par exemple, je prends le cas du président... Mais qu'est-ce qui fait donc problème dans le contexte qui est le nôtre? Non, ce qui fait problème dans le contexte qui est le nôtre, c'est sur le plan politique, si vous voulez, sur le plan politique, on se rend bien compte que il y a comme un système gérontocratique qui gère l'État du Cameroun. Le Sambaka, les autres, depuis près de 40 ans ou de 60 ans aujourd'hui, on a que les vieux qui sont là depuis fort longtemps n'ont pas la sensation de se dire que nous avons fait du temps et qu'on peut laisser la place à la jeunesse. Parce que quand je voulais parler le cas, justement, du président Paul Biya, vous savez qu'à 24 ans, quand il rentre, il est déjà il travaille déjà auprès de Boulan et Tekin Boumoua à 24 ans. Vous voyez un peu. Or, à cet âge-ci, qui peut à 24 ans occuper un tel poste? Donc, il peut se poser un problème de contexte. Mais moi, je pense que la question de l'âge ne se pose pas. C'est-à-dire, chez nous, on dit, c'est quand on vieillit qu'on est lucide. C'est-à-dire que quand on vieillit, on est lucide. On a toujours estimé que la vieillesse est aussi expression de la sagesse. Donc, quand on regarde aussi, par exemple, le scandale du directeur de l'ENAM, il est jeune, mais on voit comment un jeune peut recruter toute sa famille. Mais cette lucidité devrait se répercuter dans la gouvernance.
Oui, et bien, c'est ce que je suis en train de dire en développant ceci. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans le contexte camerounais, et c'est surtout dans le contexte camerounais qu'on le vit, peut-être aussi de manière globale dans le contexte africain, mais beaucoup plus camerounais, on se rend compte que les vieux ont de la peine à lâcher prise. Parce qu'à un certain moment, monsieur Sylvain, tout à l'heure après votre émission, j'ai joué la santé, nous sommes les vétérans, on a de l'autre côté les enfants de 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans. Mais quand ils poussent le ballon, quand tu veux le chasser toi-même, tu comprends que non, tu es déjà vieux. Donc, à un moment donné, il faut savoir, dans la gouvernance, laisser les choses avant que les choses ne vous quittent. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on ne peut pas prétendre au développement si on écarte la jeunesse et si on écarte aussi la vieillesse. Parce que moi, je pense que les deux iraient ensemble dans la recherche d'un développement optimal. Donc, à mon sens, ce n'est pas une question de vieillesse, ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question juste de patriotisme, de loyalisme et surtout de moralité, dans le sens que, quand vous regardez aujourd'hui, qui détourne les fonds publics? On n'a pas que les jeunes dedans, mais il y a aussi des vieux. Donc c'est pour indiquer que la question en fait de l'âge, à mon sens, ne se pose pas en termes d'efficacité ou de développement. C'est que les critères qui devaient guider les uns les autres reposent sur les compétences, reposent sur l'intégrité, le loyalisme, le patriotisme, pour que en fait les uns les autres sentent que quand je travaille, je dois servir l'État pour que cet État évolue. Merci. Philippe Nanga, la question de la lucidité de la vieillesse devrait en principe se répercuter ou alors se ressentir au niveau de la gouvernance, tout au moins du développement du Cameroun aujourd'hui. Non, je vais peut-être nuancer les propos du Dr. Hilary Somba. Non, je crois que la question de l'âge a un effet et aussi la question de développement. Pour illustrer cela, je vais prendre deux exemples. Si vous allez souscrire une police d'assurance, on va automatiquement vous demander votre âge. C'est un élément essentiel dans la police d'assurance. Et il y a des polices pour lesquelles, si vous avez un certain âge, on ne va pas vous autoriser à souscrire à cette police. Parce que l'assureur, n'est-ce pas, trouve que voilà, le risque est élevé. Pareil pour la banque. Vous allez prendre un crédit, on va vous demander aussi ce critère-là, en dehors de comment on appelle ça, des ressources qui sont aussi essentielles à la banque. Voilà. Donc, l'âge, c'est un élément qu'on ne peut pas négliger. Je suis tout à fait d'accord, voilà, sur le fait que maintenant, chaque moment numérique a, j'allais dire, sa force. À 80 ans, on a ce qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire à 30 ans. À 30 ans, on a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire à 80 ans. Donc, je crois qu'il y a une complémentarité. Il ne s'agit pas de faire une société de jeunes ou bien une société de vieux. Non. Toutes ces personnes sont utiles pour le développement. Par contre, aujourd'hui, il est une évidence qu'il y a des fonctions pour lesquelles, à un certain âge, vous ne pouvez plus. À un certain âge. Parce que ça demande beaucoup d'énergie physique. Et vous savez, je crois, l'énergie intellectuelle a un effet direct sur l'énergie physique. Donc, vous avez quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça impacte son physique directement. Donc, à un certain âge, si vous continuez de réfléchir beaucoup, ça a un effet direct sur votre physique. C'est pour ça que à un certain âge, vous ne pouvez pas occuper certaines fonctions qui appellent, n'est-ce pas, à mobiliser à la fois les énergies physiques et intellectuelles. Or, vous allez voir, donc, et du coup, il va avoir un problème de productivité. Il va avoir un problème de productivité parce qu'à un certain âge, vous ne pouvez pas avoir la même productivité que celui qui est plus jeune que vous. Pour certaines fonctions, vous pouvez avoir, par exemple, si vous avez quelqu'un de 80 ans qui est conseiller, il va être très utile en tant que conseiller. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des directeurs, tout ça. Et lui, il observe et il est capable de vous dire, attention, cette route-là, faites attention, soyez vigilants.
parce qu'il a engrangé suffisamment d'expérience, il est en capacité de vous signaler où le risque peut se présenter. C'est ça la force de personnes âgées. Vous voyez? Mais maintenant, quand il va falloir aller, monter, descendre, discuter, faire des réunions, ainsi de suite, il ne sera plus en capacité. Il ne sera plus en capacité. Vous avez vu notre président de la République en 2018. Vous croyez qu'il a fait un choix de ne pas faire, faire des campagnes? Ce n'est pas un choix. Il ne pouvait plus. Il a tenté une campagne qu'on a suspendue. Ça n'a pas fait 30 minutes. Donc, pour vous dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus supporter des intempéries, des bruits, et ainsi de suite. La pression, vous évitez la pression. C'est une réalité. Et la fonction présidentielle, je crois que quand vous posez votre question, c'est pour regarder, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre, n'est-ce pas, l'efficacité du point de vue de la gouvernance et l'âge des personnes. Il y a un lien. Il y a un lien. Je suis en train de regarder aujourd'hui. C'est vrai que la crainte au Cameroun, c'est que les anciens qui malheureusement ont produit pour certains des mauvaises pratiques, c'est comme s'ils les contaminent systématiquement aux jeunes. Et ça, c'est mon inquiétude est là. Parce que nous, un monde à venir, notre cible, c'est les jeunes. J'ai des groupes de jeunes, si vous suivez les débats, parfois je suis enragé, quoi. Parce que vous vous dites, mais mon Dieu, où est-ce qu'on va arriver? J'ai vu un jeune homme qui voulait être président de la République. Donc, un jour, je vois... non, je prendrais même, je ne vais pas citer les hommes politiques, parce qu'après, ils confrontent tout. Il commence à jouer les présidents. Dans sa voudrait qu'il s'arrête, on vient ouvrir la portière. Il dit, mais ça, lui, il va être président de la République. Déjà, il n'est même pas sous-préfet, rien. Il commence comme ça. J'ai vu un président du Conseil national de la jeunesse à qui on ouvrait la portière. Conseil national de la jeunesse. Vous vous rendez compte? Il joue déjà les petits présidents. Enfin, mauvais président, parce qu'un président, c'est pas... D'accord? Donc, je pense qu'il y a un problème. Je ne sais pas, peut-être que les historiens, les universités doivent vraiment travailler là-dessus. Depuis quelque temps, j'essaie d'impliquer les universités dans nos travaux de recherche aussi pour qu'on puisse en même temps trouver l'astuce qu'il faut. Je ne comprends pas d'où nous vient cette attitude des gouvernants. À jouer les présidents, c'est pas à jouer les présidents, à jouer comment on dit ça, quelqu'un qui pense qu'il est supérieur forcément à d'autres là. Hein? Donc il veut faire la différence. Vous allez voir quelqu'un, à peine il est maire, il devient inaccessible, il parle plus aux gens, on porte son sac quand il marche. Mais ce sont des images qui détruisent notre capacité à bien gouverner. Quand vous êtes un gouvernant, vous devez être ouvert, accessible, disponible. Or, nos gouvernants, première chose à faire, ils ferment les portes. Dès que vous nommez quelqu'un, ils ferment les portes. Ça a un effet direct sur l'efficacité du travail. C'est clair et net. Quelqu'un est un responsable qui ferme les portes, ne peut pas être efficace. Parce que pour travailler, il faut être ouvert. Ce sont des préalables. Il faut être ouvert, il faut être disponible. Parce que c'est parce que vous impliquez des gens que vous obtenez des résultats. C'est parce que vous connaissez l'environnement. Or, si vous êtes fermé sur vous-même, vous ne pouvez pas connaître l'environnement. Par conséquent, vous ne pouvez pas prendre des bonnes décisions parce que vous êtes loin de la réalité. Et c'est le cas du Cameroun où la plupart de nos responsables sont très loin des réalités. Moi, nous organisons des activités avec des fonctionnaires, avec des responsables de la fonction publique. Des fois, quand on parle d'un sujet, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Ah bon? Ça s'est fait? Parce qu'ils sont dans leur bureau, là, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils lisent Cameroun Tribune, ils écoutent la CRTV, ils ne regardent pas les autres télévisions, ils ne lisent pas les autres journaux parce que ça appartient à l'opposition. Et du coup, ils sont déconnectés. Oui, et du coup, ils sont déconnectés de la réalité. Merci Philippe Nanga. Président Cyril Sambaka, avec vous, en réalité, on devrait se poser, cette question se pose parce que quand on regarde la configuration administrative et politique du Cameroun, si âge égale lucidité, on devrait tout au moins savoir un rendement efficace. Non, non. Attention. C'est-à-dire que le système, il n'a pas parlé que de cela. Il y a le système qui n'est pas bon. Il y a des mécanismes qu'il faut corriger. C'est-à-dire que quand on vous dit par exemple, n'est-ce pas, qu'il y a l'article 66,
qui dit qu'il faut déclarer. La déclaration des biens à avoir. N'est-ce pas, c'est le législatif. C'est donc l'Assemblée nationale qui a voté cette loi. Mais est-ce qu'elle est applicable? Non. Pourquoi? Parce que l'exécutif a décidé qu'elle ne sera applicable que quand il va faire ses décrets d'application. D'accord? Comme il n'y a pas de décret d'application, vous pouvez donc voler, il n'y a pas de problème. Il n'y a que la CONAC et tout ça qui enverra des rapports et là-bas on va trier quels sont les gens qu'on peut poursuivre. Voilà comment c'est organisé. Maintenant, de l'autre côté, vous avez des gens qui, en 2008, pensaient véritablement que 2011 serait un tournant pour le Cameroun avec un changement. Bon, le changement, le chef d'État a décidé qu'il n'aura pas lieu et qu'il reste là-bas. Hein? Ça a créé encore d'autres problèmes. Mais avant ça, les gens avaient commencé déjà à faire leur trésor de guerre. Comme ils continuent à faire leur trésor de guerre aujourd'hui, parce qu'ils savent que les populations du Cameroun sont essentiellement corruptibles. Vous voyez, des gens qui disent si j'ai l'argent, je vais acheter. Le problème, c'est combien? Vous voyez à quel niveau on est. Donc quand on est à ce niveau-là, le jeune que tu vas mettre dans ce système, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que il faut que je capitalise plus d'argent que des vieux, n'est-ce pas? Parce que le moment est propice pour capitaliser. Donc ce gars, ce n'est pas parce qu'il est jeune qu'il n'est pas un danger pour son pays. Vous voyez? Il a envie, il veut même imiter les autres. Vous voyez, dans tout ça, vous vous rendez compte que tous ces responsables-là, ce n'est pas leur rendement qui est important. C'est combien ils touchent. Vous allez trouver des DG qui touchent 13 millions et que leur compagnie est déficitaire. Il ne fait pas de bénéfices. Vous voyez, alors qu'il devait être payé sur le bénéfice de sa compagnie. Donc c'est le système-là, n'est-ce pas, qui fait en sorte que les gens sont sur les strapontins, ils font les salamalek, ils se plient en quatre, on les place, on les positionne, on les machine et ils gagnent de l'argent. Sur le dos des Camerounais qui, eux, on leur explique que quand il y aura les élections dans 5 ans, on va vous donner 5 000 pour que vous nous votiez. Voilà la situation du Cameroun. Maintenant, qui va réparer ça? C'est tout le monde. Y compris ces populations-là. Ces populations, moi je discute avec des cadres de banque. 2 cadres de banque. Ils n'ont jamais voté, ils ne se sont jamais inscrits. Vous allez me dire qu'ils n'ont pas été à l'école? Ils sont des cadres de banque. Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que la citoyenneté. Ils sont jeunes. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. Ils sont jeunes. On leur a enlevé l'éducation morale et autres à l'école pendant plus de 10 ans. Donc ils ont grandi comme des moutons. Ils ne connaissent pas la citoyenneté. Il faut qu'ils réapprennent la citoyenneté. Ils peuvent apprendre ça en une semaine, non, professeur? Justement. Mais quelqu'un qui est à ce niveau, il peut apprendre ça en une semaine. Mais il faut qu'il divulgue aussi. Hein? Alors, et il faut maintenant le relais. Au quartier. Il faut que les gens du quartier savent que si on est dans cette situation, ils ont leur part des responsabilités. Ils ont leur part de responsabilité. Et leur part de responsabilité, c'est d'être seulement de s'émanciper. Émancipez-vous. Votez, contrôlez, sanctionnez. Hein? Les partis politiques vont venir faire leur cinéma, vont venir vous dire que c'est ceci, c'est cela. Vous allez les jauger. Et puis si ça ne va pas, vous balayer. Mais maintenant, on a introduit d'autres trucs. On entend parler d'ethnie, on entend parler de haine. Et tout ça, la haine, personne ne va développer le Cameroun avec la haine. Ce n'est pas possible. Donc il faut cette réconciliation. Celle-là que Gbagbo va aller montrer en Côte d'Ivoire, moi je suis convaincu qu'il va venir vraiment de bonne foi. Et il faut que les Camerounais aussi soient de bonne foi. Qu'ils sachent que ce qui nous divise... On a l'impression que c'est vous les hommes politiques qui êtes de mauvaise foi. Mais parce que vous surestimez les hommes politiques. Les hommes politiques c'est qui? C'est des gens qui ont envie qu'on leur confie un mandat pour gérer. Maintenant, ceux qui forment la société, c'est les hommes politiques. Un homme politique est historien. Un homme politique, il faut tous ces gens-là, n'est-ce pas, pour penser le Cameroun. Et d'autres même se sont dévoyés. Moi, je connais pas mal de professeurs d'université qui ont fait la sociologie, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Mais quand ils vous parlent, ils vous disent le contraire de ce qu'ils enseignent. Donc, on les connaît. On les connaît. Maintenant, il faut la sincérité et se dire que la récréation est terminée. Il faut qu'on développe le Cameroun. Et ça, c'est possible. Mais on ne peut pas développer le Cameroun à partir de Yaoundé. Il faut que ce soit clair. C'est le fédéralisme, la décentralisation, toutes ces choses-là qui concernent le local. C'est ça qui va émanciper nos populations. Et demain, nous aurons cette chance que quand le chef de l'État du Cameroun va parler avec un chef d'État occidental, le chef d'État occidental va le respecter. Parce qu'il ne pourra pas prendre des décisions comme ils prennent aujourd'hui. Il va se référer à l'Assemblée nationale.
il va dire que si mon Assemblée nationale est d'accord. Vous voyez, comment est-ce qu'on veut protéger nos chefs d'État et eux, ils ne veulent pas. Ils veulent qu'ils aient la dernière parole, la seule parole qui prévale. Alors que c'est notre souveraineté qu'on leur a transmise. Alors il est temps que le peuple se rende compte que la souveraineté lui appartient et qu'il va le transférer à qui il veut. Merci, Président. Docteur Luzon et Somba, votre mot de fin, on va sortir l'émission. Oui, bien entendu, je voudrais tout simplement dire que l'âge est aujourd'hui structuré et encadré par les textes. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que quand vous êtes à telle catégorie, vous allez à la retraite à tel âge. Par exemple, chez nous à l'université, quand vous êtes un assistant, vous allez à 55 ans. Quand vous êtes chargé de cours, vous allez à 60 ans. Quand vous êtes maître de conférence, vous allez à 65 ans. Donc vous voyez qu'on a stratifié, c'est-à-dire qu'en tenant compte justement sur les éléments de l'âge. Parce qu'à un moment donné, quelle que soit l'intelligence que vous avez, vous l'avez Philippe Nangali tout à l'heure, l'énergie intellectuelle absorbe l'énergie physique. Et à un moment donné, on peut savoir s'arrêter lorsque, justement, les compétences, ou du moins l'âge que vous avez, ne nous permet plus d'exercer un certain nombre de fonctions. Votre mot de fin, Philippe Nanga? Oui, pour mon mot de fin, je vais peut-être parler au nom des jeunes que j'ai croisés hier. Ce sont des jeunes qui ont passé les épreuves de baccalauréat. Vous êtes sans doute au courant que cette année encore, c'est une catastrophe en matière d'organisation d'examen. Hier, j'ai rencontré des jeunes du collège Bolloré, du collège Agnoubel, là, Agnoubel, trois établissements privés, qui se plaignaient très tard dans la soirée parce que au lycée de Agnoubel, qui est un centre de cet examen, on leur a dit qu'il n'y avait pas les épreuves facultatives. Ils sont rentrés. Et il se trouve que plus tard, alors que presque tous les élèves étaient déjà à la maison, on a rappelé les élèves du lycée de Agnoubel pour leur dire de venir passer cet examen facultatif. Et certains élèves du lycée de Agnoubel qui ont leurs camarades dans ces écoles-là, leur ont fait des SMS pour dire, mais vous êtes où? Nous, on est en train de composer. Et c'est comme ça que d'autres, là où ils étaient déjà, sont revenus, et il était trop tard, ils ont trouvé que c'était fini. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que c'est un chargé des missions qui a donné l'information qu'il n'y a plus de preuves facultatives. Et voilà comment des jeunes désemparés ont essayé de vouloir rencontrer les responsables. Qu'est-ce qu'on a fait à la place de leur expliquer? C'est d'appeler la police qui est arrivée avec des armes à la main pour déguerpir ces enfants qui étaient au lycée et qui voulaient juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est notre système de gouvernance que nous dénonçons depuis. Et donc, on va avoir des milliers de jeunes. Et ils m'ont raconté plein de choses. Il semble qu'on leur a fait composer l'épreuve d'anglais 2 heures, alors que sur la feuille, c'était marqué 3 heures, et que leurs camarades qui ont composé dans d'autres centres confirment qu'eux, ils ont fait 3 heures à cette épreuve-là. Donc, c'est une catastrophe. On se demande qu'est-ce qui se passe au Cameroun. On n'arrive plus à rien organiser comme il faut. Et je crois qu'il est temps qu'on s'arrête, qu'on repense notre système de gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit si nous voulons sortir de là où on est aujourd'hui. Merci. Oui, je continue parce qu'on est à la fin pour dire que on est en train de préparer la catastrophe. Vous voyez, dans tous les secteurs, on est au rouge. Ça ne va pas. On interpelle encore ceux qui nous gouvernent pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Les Camerounais ont la volonté, ils aiment la paix. Mais il ne faut pas aller... On ne peut pas gérer un pays avec les armes. Chaque petit problème, les armes. Chaque petit problème, les militaires, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils ont des parents. Vous savez ce qui s'est passé comment on appelle, là où il y avait le Shah d'Iran? Mais les militaires, on les envoyait tirer sur les gens. Quand ils rentrent à la maison, tu trouvais ta femme en train de pleurer. C'est son petit frère qui est mort pendant ma chaîne. Tu te demandes si c'est pas ta balle qui l'a tué. Non, il faut arrêter ça. Il y a des mauvais exemples dans le monde qu'il ne faut pas imiter. Il faut s'asseoir. Les gens qui ont eu fait 40 ans au pouvoir ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas fait suffisamment. Ils ont battu le record dans le monde entier. Maintenant qu'ils laissent les choses se développer. Merci, c'est sur cela que nous allons dire infiniment merci à vous, chers messieurs. Merci, docteur Luzon Ambroise Essomba. Vous êtes spécialiste en droit public universitaire, ici même à l'université de Douala. Merci, Philippe Nanga, coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Merci,
président Cyril Sambaka, et bon vent pour votre convention qui se tiendra certainement au mois de juillet. Nous en parlerons certainement le moment venu. Un message pour sortir de cette émission. Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Vous n'avez jamais lu mes messages dans votre grande émission, dont j'en profite pour faire mon commentaire dans le cadre de ce débat. Crise anglophone. La sortie des États-Unis une fois de plus est remarquable et ça nous montre à quel point le Conseil de sécurité des Nations Unies se préoccupe pour la résolution de la crise sécuritaire au Cameroun. Mais à mon avis, cette sortie est plutôt très limitée vu que la majorité des donneurs d'ordre ou alors des leaders ambazonnés ne sont pas au Cameroun, mais se trouvent soit déjà en terre américaine ou alors dans d'autres pays européens. À mon humble avis, interdit la minorité sécessionniste se trouve interdit, oui effectivement interdit la minorité sécessionniste qui se trouve encore au Cameroun d'immigrer en terre américaine n'est pas une bonne solution. La solution serait déjà un conseil de l'Union européenne et de l'ONU pour le rapatriement de ces gens-là. Ça va vraiment accélérer la sortie de crise. Pour moi, c'est la première grande solution avant l'organisation d'un véritable dialogue national. Docteur Fotso, ingénieur financier et chercheur en finance et en gestion économique. Merci à vous, cher monsieur, merci à vous, chère madame. La première diffusion de ce numéro, de ce deuxième numéro, c'est ce soir, lorsqu'il sera 16h passées de 30 minutes, également mercredi, lorsqu'il sera 21h passées de 30 minutes, c'est sur les antennes de My Media Prime Télévision. À dimanche prochain, si peut à Dieu, restez tranquille, le Cameroun va aller en tout cas, le Cameroun sera en paix. Merci. Au revoir.